Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, une pluie de reproches aux dirigeants de la CEDEAO de la part du Premier ministre malien par intérim, Abdoulaye Maïga, représentant du président de la transition Assimi Goïta. Ce dernier n'a pas hésité à hausser le ton face aux dirigeants qui se sont rangés aux côtés de la Côte d'Ivoire dans l'affaire des soldats détenus au Mali. Revaloriser le secteur agricole, notamment 13 700 000 hectares de terres arables pour impulser le PIB. C'est le nouvel objectif du gouvernement guinéen qui devra relever ce défi, freiné par la forte pluviométrie et l'absence d'infrastructures adéquates. Et enfin, un financement annuel de 277 milliards de dollars pour atteindre les objectifs climatiques de 2030. La lutte se poursuit contre le changement climatique sur le continent. Les détails dans ce journal. Mais d'abord, victoire du Parti de l'Action démocratique indépendant de l'ancien Premier ministre Patrice Trovoada aux législatives de Sao Tomé et Principe. C'est exactement 36 549 votes qui ont été enregistrés en faveur du dit parti contre 25 531 voix remportées pour le Parti social-démocrate du Premier ministre Georges Bom Jésus qui est arrivé en deuxième position. Dans la continuité de ces résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale, le mouvement Basta a obtenu 6 874 voix, tandis que le Parti socialiste, qui s'est présenté à cette élection en coalition avec le Parti de l'Unité nationale et qui avait 2 députés dans la précédente législature, a obtenu 5 120 voix. Notons également que le taux d'abstention était de 34,33%. Le retard dans la publication des résultats par la Commission a suscité quelques manifestations ce lundi 26 septembre près du siège de la Commission. Il a été accusé de 7 chefs d'inculpation, notamment de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis entre avril et août 2013. Mahamad Saïd Abdelkani, l'ex-commandant de la Seleka, a plaidé non coupable face à 3 juges ce lundi 26 septembre. Ce dernier répercutait les ordres du chef Nourdine Adam aux miliciens présents à l'Office central de répression du banditisme. Les détenus y étaient enfermés à cause de leur soutien supposé au président déchu François Bozizé. Les conditions d'emprisonnement étaient effroyables. Ils étaient souvent battus et parfois torturés à coups de matraque ou par l'arbatachar, une méthode de torture approuvée par Mahamad Saïd d'après les propos des victimes qui ont pris la parole. Notons également qu'il faudra attendre plusieurs années avant que la procédure soit close. C'est au tour du Premier ministre par intérim malien Abdoulaye Maïga d'asséner ses vérités à la tribune de l'ONU. Il maintient le qualificatif de mercenaires concernant les 49 soldats ivoiriens qui, selon lui, se sont introduits au Mali avec de fausses identités pour déstabiliser le pays. Le chef du gouvernement a également fustigé les déclarations du président de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, et du président nigérian Mohamed Bazoum sur ce dossier brûlant entre Bamako et Abidjan. Il a par ailleurs reproché à la France de s'adonner à une pratique néocoloniale, condescendante, paternaliste et revancharde. Les détails dans ce sujet de Marie-Joëlle Balouf. Observer est une qualité, savoir se taire préserve de la calamité. Une citation de l'écrivain Amadou Ampateba, reprise par le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre malien par intérim à la 77e Assemblée générale des Nations unies. Par sa prise de parole, le chef du gouvernement malien dénonce l'attitude qu'il qualifie de mimétisme de plusieurs dirigeants de la CEDEAO qui ont pris fait et cause pour la Côte d'Ivoire après la sortie de l'ONU dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens inculpés par la justice malienne pour tentative de déstabilisation de la transition. Nous avons pris acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali. Et loin d'être impressionnés par des sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des shows médiatiques servant des agendas étrangers.
tout en réitérant la ferme détermination du peuple malien à se détacher de son passé colonial. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga accuse la France d'avoir violé son espace aérien plus d'une 50aine de fois. De ce fait, il invite le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, à donner de la voix au Conseil de sécurité afin que cesse la duplicité et la guerre par procuration imposée au Mali. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Le Mali sera en mesure de prouver que la junte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Tout en saluant la coopération avec la Russie, le peuple malien, par la voix de son Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, se dit déterminé à prendre son destin en main. Aussi, il soutient pleinement le gouvernement dans la refondation du Mali, ainsi que le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé en mars 2024, à l'issue d'élections libres, crédibles et transparentes. Donner un coup d'accélérateur au secteur agricole, c'est l'objectif du gouvernement guinéen qui a plus précisément décidé de valoriser les 13 700 000 hectares de terres arables que la Guinée possède afin de développer le secteur et d'augmenter sa contribution au PIB. Cependant, la forte pluviométrie et l'absence d'infrastructures adéquates restent un frein au développement de l'agriculture. Marie-Joëlle Ballot pour plus de détails. En Guinée, l'agriculture contribue à plus de 25% du PIB et emploie plus de 84% de la population économiquement active. Cependant, avec 13 700 000 hectares de terres arables, une pluviométrie estimée entre 6 à 9 mois, l'agriculture qui devrait être le nerf de l'économie peine à s'étendre. Selon Mamoudou Nagnalen Bari, ministre guinéen de l'Agriculture et de l'Élevage, l'absence d'infrastructures adéquates, l'accès limité aux services de vulgarisation agricole, aux technologies et aux intrants entravent la productivité. On n'a pas aménagé les terres agricoles. D'ailleurs, on a aménagé, mais on a mal aménagé. On a mis nos efforts sur les aménagements en saison sèche, pendant que pendant la saison pluvieuse déjà, les gens ne peuvent pas cultiver parce que les terres sont inondées. Donc nous sommes en train de changer complètement de paradigme afin de mettre nos efforts dans les aménagements contre les inondations d'abord, avant de faire des aménagements pour l'irrigation. Grâce à sa monnaie, le franc guinéen, la Guinée, contrairement à la plupart des pays africains, ne connaît presque pas l'inflation des prix des produits alimentaires malgré les impacts de la crise en Ukraine. Et pour garantir aux populations un service alimentaire stable, le gouvernement a augmenté les finances du secteur agricole, permettant ainsi d'améliorer la production. Le président de la transition en Guinée, le colonel Madi Doumbouya, il a augmenté en doublant la part du secteur agricole dans le budget de l'État. Il a enlevé toute taxe sur les importations des équipements agricoles. Il a aussi mis en place un fonds de développement agricole qui a une enveloppe de plus de 25 millions de dollars pour une première fois dans l'histoire de notre pays afin de financer les activités agricoles des jeunes et des femmes. La Guinée importe chaque année du riz et des produits agricoles pour près de 400 millions de dollars. Grâce à la revalorisation de ces terres, la Guinée pourra satisfaire la demande locale et rentabiliser les produits fabriqués en Guinée. Et si la commercialisation du café et du cacao était interdite à l'espace de l'Union européenne, c'est probablement ce qui va se passer avec la campagne de commercialisation du café-cacao qui s'ouvre le 1er octobre 2022 en Côte d'Ivoire. Ce processus se déroule dans un contexte d'inflation où de nouvelles règles de l'Union européenne ont été prises. Objectif, limiter la consommation de produits qui contribuent à la déforestation ou à la dégradation des forêts, sans compter les enjeux liés à la traçabilité. Cheikh Omar Kamara. Le cacao issu des aires protégées de la Côte d'Ivoire risque d'être interdit dans l'espace de l'Union européenne UE lors des prochaines campagnes de commercialisation qui s'ouvrent dès octobre. L'UE a entériné de nouvelles dispositions pour réduire la déforestation et la dégradation des forêts à l'échelle mondiale. Les pays de l'Union, de ce fait, devront veiller à ce que les produits qu'ils consomment ne conduisent pas à épuiser les réserves forestières de la planète.
Et donc déjà, il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, le Conseil Café Cacao a indiqué avoir identifié 993 000 producteurs avec plus de 2,3 millions de parcelles de café de cacao qui ont été géolocalisées. Donc déjà, la géolocalisation de ces parcelles-là, on va dire, viendra renforcer un peu la qualité de la traçabilité de la production au niveau du café cacao. Ce qui permettra à la production ivoirienne, on va dire, d'être conforme aux nouvelles orientations ou aux nouvelles règles de l'Union européenne. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao avec 2 millions de tonnes de fèves, devra s'adapter à cette norme de l'Union européenne qui contraint le pays et les chocolatiers à la traçabilité. Le pays exporte 70% de sa production vers l'UE. La Côte d'Ivoire a une production de cacao provenant des forêts classées, des parcs et réserves estimées à 30% de la production nationale, soit plus de 500 000 tonnes de fèves. Les principaux challenges ou les principaux enjeux de cette nouvelle campagne de commercialisation se focaliseront principalement sur le coût adressé aux producteurs. Donc déjà, on annonce un prix qui va être relativement supérieur au coût fixé par la campagne passée. Et c'est ce qui, pour moi, c'est là-bas que va résider le grand challenge. Le cacao ivoirien représente 40% de l'offre mondiale. La filière constitue la première culture de rente de la Côte d'Ivoire et représente 40% des recettes d'exportation nationale. Elle contribue également pour 20% du PIB et mobilise près de 2 millions de producteurs. La lutte contre le changement climatique se poursuit sur le continent. Dans cette perspective, les pays africains doivent investir 277 milliards de dollars par an pour atteindre les objectifs climatiques de 2030, selon le rapport publié le 21 septembre 2022 par l'Organisation internationale de politique climatique Climate Policy Initiative. Les détails avec Philomène Tine. Un investissement annuel de 277 milliards de dollars est nécessaire pour permettre au continent africain d'atteindre ses objectifs climatiques de 2030, révèle le rapport publié le 21 septembre 2022 par l'Organisation internationale de politique climatique Climate Policy Initiative. Continent le plus touché par les effets du changement climatique, l'Afrique a capté en 2020 30 milliards de dollars de flux annuels de financement climatique nationaux et internationaux, soit seulement 11% du montant. Ce montant, malheureusement, ne prend pas en compte ses besoins en termes de réponse aux conséquences déjà ressenties du changement climatique, ni aux besoins humanitaires engendrés par ces conséquences. Cette estimation me paraît en deçà des besoins réels. Il faut aussi insister sur la nécessité des décideurs africains de mettre dans les budgets nationaux annuels des montants dédiés à la lutte contre le changement climatique. Le rapport de Climate Policy Initiative précise que 49% du montant a été affecté à l'atténuation des effets du changement climatique, soit un montant 14,6 milliards de dollars. Pour ce qui est de l'adaptation, le continent n'a capté que 11,4 milliards de dollars, soit 39% du montant global. Pour répondre aux effets du changement climatique, deux mécanismes essentiellement se présentent. Le premier a trait à l'atténuation. Et l'atténuation consiste à donc agir sur les sources d'émissions de gaz à effet de serre et de faire un transfert énergétique, donc c'est-à-dire de changer le matériau qui est généralement l'énergie fossile utilisée dans le développement des industries. En matière d'adaptation, cela part de l'intégration des communautés locales afin qu'elles puissent mieux résister aux effets du changement climatique. Du financement requis pour l'atteinte des objectifs climatiques de 2030, 10 pays africains, dont le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie, l'Égypte, le Maroc et l'Afrique du Sud, ont réussi à drainer 50% de l'enveloppe. Et dans l'actualité sportive, une séparation inévitable chez les léopards de la République démocratique du Congo qui devront se passer de Shadrack Akolo et Nisken Kebano au motif que leurs blessures ne leur permettront pas de poursuivre le stage des journées FIFA avec le reste de l'équipe. Un communiqué a été rendu public par la Fédération congolaise de football annonçant que le sélectionneur les a libérés. Les deux protagonistes seront pris en charge par une équipe médicale tout en rejoignant leur club. Notons également que les léopards de la RDC avaient été battus lors de son dernier match par le Burkina Faso avec un score de 0 but à 1.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.